Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Perrine Ruby pour la deuxième partie de notre discussion sur le rêve. Dans le premier épisode, nous avons vu à quoi servent les rêves et Perrine nous a offert des techniques pour mieux s'en souvenir et en finir avec ses cauchemars. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment analyser ses rêves et ce que les rêves peuvent apprendre sur ta personnalité et ton environnement. Si tu es curieux de savoir comment décrypter le sens caché derrière tes rêves, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre comment a évolué l'analyse des rêves depuis Freud, quelle place occupait le rêve dans les anciennes cultures, est-ce qu'il y a des symboles universels dans le rêve, comment le rêve est influencé par ta culture, est-ce que l'IA peut t'aider à analyser tes rêves, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu sauras comment l'environnement influence tes rêves et quelle méthode utiliser pour analyser tes rêves. Si le sujet t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, je t'encourage vivement à lire le livre de Perrine, Rêver pendant le confinement, ce que le rêve nous apprend sur le vécu des Françaises et des Français. Dans cet ouvrage, elle explore d'abord l'état actuel de la science sur le rêve, puis elle propose au travers des récits de rêves de découvrir les étapes psychiques traversées par les Français durant cette période. Perrine a aussi co-organisé une exposition au musée des Confluences à Lyon avec l'historienne Jacqueline Carrois. L'exposition couvre toutes les dimensions du rêve, du scientifique à l'artistique, en passant par l'anthropologique. J'ai eu la chance d'y aller il y a quelques jours et je te la recommande grandement. En plus, l'entrée est gratuite pour les étudiants. Si tu veux aider Perrine dans sa recherche sur le rêve, tu peux le faire en répondant au questionnaire qui se trouve dans la description. Pour cela, tu as simplement besoin de te souvenir d'un de tes rêves du jour. Et si jamais tu ne te rappelles d'aucun rêve de la nuit précédente, tu peux toujours revenir un jour où tu t'en souviendras. Si tu as du mal à imaginer des images ou à identifier tes émotions, ton récit de rêve aiderait énormément Perrine et sa recherche. Merci pour ton aide et ta curiosité. Et sans plus tarder, voici Perrine Ruby. Et donc, que diriez-vous à quelqu'un qui s'intéresse pas du tout à ses rêves, qui y prête aucune attention? Pourquoi est-ce qu'il devrait s'y intéresser? Qu'est-ce qu'il pourrait découvrir dedans? Comment est-ce que ça pourrait l'aider peut-être, psychologiquement ou en tout cas, comment est-ce que ça pourrait, peut-être orienter son attention sur des problèmes, dont il n'a pas forcément conscience ou? La question de l'alexithymie, par exemple, je trouve est très intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, du coup, effectivement, j'ai envie de dire, comme je disais, c'est très associé aux traits de personnalité. Il y a des gens qui s'intéressent à leurs rêves, d'autres qui s'y intéressent pas. Qui on est pour leur dire, «Bah, vous devriez». Moi, j'ai l'impression que c'est assez lié avec cette question émotionnelle, avec ce trait de personnalité, je m'intéresse ou pas à mes émotions et effectivement, du coup, ceux qui s'intéressent peu à leurs émotions, c'est aussi, ceux qui ont plus, tendance à ne pas se souvenir de leurs rêves. Mais les forts scores d'alexithymie, du coup, les personnes qui ont vraiment peu d'expression de leurs émotions, qui les identifient mal, ça a été, montré que c'était, ça avait un impact, assez délétère sur la santé des gens, sur la santé physique et psychologique et que du coup, c'est pas favorable, quoi. Quand, on arrive mal à gérer ses émotions, du coup, chez certaines personnes, je peux tout à fait imaginer qu'il y a en fait, ne pas s'intéresser à ses rêves, il y a un côté qui est ne pas s'intéresser à sa vie intérieure, ne pas s'intéresser à ses émotions, ne pas s'intéresser à tout ça. Et on a tous des personnalités différentes et il y en a qui préfèrent ne pas s'y intéresser, d'autres qui préfèrent s'y intéresser. J'ai envie de dire très bien, si tout le monde est en bonne santé. Chez les personnes chez qui, en fait, l'absence d'intérêt envers son monde intérieur et ses émotions finit par avoir un impact délétère, je pense que, du coup, les rêves, ça pourrait être une très bonne manière, un très bon outil pour essayer de se reconnecter à ses émotions et à son monde intérieur. Et que du coup, c'est à la fois un très bon outil et puis c'est aussi assez facile. C'est en fait, si on se souvient pas du tout de ses rêves, on se met à faire un carnet de rêves et du coup, on se met à s'en souvenir et puis ça peut être graduel parce qu'on peut les noter et puis pas trop s'en préoccuper et puis au fur et à mesure, écouter un peu plus ce qu'ils disent, essayer de regarder un peu plus les liens avec sa vie éveillée et cetera. Pour moi, s'intéresser à ses rêves et en tenir compte, les écouter, enfin avoir une oreille et un œil sur ses rêves, c'est un outil de compréhension de soi-même et une aide pour traverser le monde qui est très importante. Après, on a tous des stratégies et des outils différents, mais pour moi, oui, c'est quelque chose, qui est utile. Même si la fonction s'applique qu'on s'en souvienne ou pas, d'avoir un œil sur, ces productions nocturnes qui participent, selon moi, à la régulation des émotions, j'ai vraiment le sentiment que ça ajoute, que ça permet, d'aller plus loin. Et du coup, est-ce que quelqu'un peut apprendre à analyser ses propres rêves? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des outils, des exercices qu'il pourrait faire
en plus du carnet de rêve, c'est-à-dire que par exemple, il a son récit, donc il a son carnet de rêve. Est-ce que c'est que de temps en temps, il vient relire ses rêves, il essaie de voir s'il y a des thèmes en commun? Comment est-ce qu'il aborde ça? Très bonne question. Alors, ça, je trouve que c'est très intéressant parce que la première chose que j'ai envie de dire, c'est à propos d'interprétation ou d'analyse ou de savoir quoi faire de ses rêves. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir en tête que la seule personne qui peut faire quelque chose d'un rêve, c'est la personne qui a fait le rêve. Il y a que cette personne-là qui est en mesure d'en faire quelque chose parce que s'il y a que cette personne-là qui a accès aux associations, aux liens qu'il y a entre le rêve et sa vie éveillée. Personne d'autre n'a cette information-là. Et du coup, c'est par cet intermédiaire-là qu'il y a moyen de faire quelque chose de son rêve. C'est-à-dire donc se rappeler son rêve, essayer de voir ce que ça évoque en nous comme souvenir de la vie éveillée, quelles associations on fait avec notre vie éveillée. Et en général, quand on fait ces associations et puis que aussi on observe la bizarrerie qui est proposée par le rêve, par exemple des inversions, des superpositions ou des superpositions de contraires. Ça, très souvent, ça permet d'éclairer en fait soit quelque chose que on se refusait à l'éveil ou qu'on voyait différemment ou d'incarner finalement une perspective qu'on ne voulait pas voir. C'est très souvent informatif sur d'un point de vue émotionnel, c'est comme je disais précédemment. Du coup, ça permet, à minima de poser des questions ou de prendre conscience de beaucoup de choses et en fait, c'est très souvent informatif. C'est-à-dire que n'importe qui sans autre connaissance qui fait ça, d'essayer de faire des liens avec sa vie éveillée et d'observer les bizarreries qui sont proposées par le rêve, très souvent, ça permet des réflexions qui sont très aidantes d'un point de vue personnel. Est-ce que vous pourriez donner un exemple de transformation? Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez peut-être un rêve ou quelque chose comme ça, et du coup, de comment est-ce que la personne pourrait le décomposer ou de donner un exemple du coup des superpositions de à quoi est-ce que ça pourrait ressembler justement, de comment est-ce qu'on pourrait décomposer une métaphore ou quoi que ce soit? Mais en fait, ce qui est intéressant avec les métaphores ou toutes les bizarreries, c'est ce que ça vous fait ressentir, hein. Je je ne fais que répéter la même chose, mais ce qui est très intéressant effectivement dans les mécanismes d'inversion ou de superposition, c'est que c'est des choses qui sont pas possibles à l'éveil et du coup qui font ressentir des choses très, troublantes en fait, mais en fait on est pétri de ça puisque évidemment, c'est pas parce que c'est pas possible qu'on les ressent pas. Enfin je veux dire c'est possible dans le monde émotionnel les contradictions. On peut être content et pas content en même temps. On peut, c'est ça toute la complexité de l'âme humaine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du film À bicyclette qui est sorti récemment, qui est un film assez remarquable puisque, c'est un père qui a perdu son fils qui parle de la manière qu'il a eu, de vivre son deuil à travers un voyage en vélo, qu'il fait avec un ami sur un trajet qu'avait fait son fils avant de mourir. Il y a une phrase, de l'ami qui l'accompagne dans ce film qui dit, mais c'est fou, du coup, cette histoire, du coup, la mort de ton fils, elle a induit, en fait, les meilleurs moments de ma vie, en parlant de ce voyage qu'ils étaient en train de faire et du coup, c'est tout à fait remarquable. On entend très rarement ce genre de phrase, mais on est pétri de choses comme ça. Du coup, c'est une espèce d'impossibilité, d'une contradiction très difficile à accepter à l'éveil, de dire, en fait, un événement absolument atroce et que je n'accepte pas et en même temps, concomitant est la cause de quelque chose d'extrêmement positif et du coup, ça, à l'éveil, ça existe peu, on le regarde peu et le rêve nous fait des propositions comme ça, pour nous rappeler qu'en fait, on peut ressentir des contraires. Et du coup, la personne devrait, dans son rêve, essayer justement d'aller, la valeur du rêve serait, pas tellement forcément dans le sens de la métaphore, autant que dans l'émotion qu'elle a amenée. La personne devrait peut-être se concentrer, donc quand elle note son rêve, elle devrait faire gaffe de bien noter l'émotion qu'elle a ressentie du mieux qu'elle peut. Ouais et c'est surtout ce que ça je pense qu'il y a vraiment je redis ça aussi, il y a une vérité émotionnelle dans le rêve. C'est que en fait, effectivement, ce que le rêve vous fait ressentir, en fait, il faut pas le voir comme, une exagération ou une mise en scène. En fait, il vous révèle ce que ça vous a fait, en fait. Et du coup, quand, il y a des rêves pendant le premier confinement de personnes, qui, rêvent de régime totalitaire, de policiers ou de militaires qui tirent sur les gens quand ils ont pas d'attestation, il faut pas le voir comme, un film américain. Il faut le voir comme, j'ai vraiment peur de ça, en fait. Et ça, on n'a pas forcément ce réflexe. On a et du coup, c'est aussi frappant. On se dit: «Mais waouh, ça me fait autant d'effet que ça, quoi. C'est incroyable, j'ai ça me fait vraiment peur, en fait». Et on n'a pas forcément ce réflexe. Je pense qu'il faut vraiment, écouter l'émotion, qu'a proposé le rêve et pas la balayer d'un revers de main en se disant: «Bah non, c'est juste un rêve». Apparemment, c'est quelque chose que je ressens vraiment et que je ressens aussi fort. Du coup, il y a quelque chose de très révélant.
il y a plus, vous êtes vous-même avec vous-même sans censure, sans morale, sans normes sociales. Du coup, c'est là, si vous êtes d'accord d'écouter, c'est là que vous saurez comment ça se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça, en fait, que moi, quand j'ai fait cette enquête, j'avais pas du tout l'intention, d'en faire un livre, j'avais l'intention d'en faire une publication scientifique et en fait, quand j'ai lu les rêves qui ont été, envoyés par, des milliers de Françaises et de Français à cette époque-là, en fait, moi, j'étais renversée par ce que j'ai lu. C'était mais vraiment, je trouve renversant cette intelligence émotionnelle, cette capacité de pertinence symbolique absolument invraisemblable et du coup, comme on avait tous vécu la même chose et ben, on arrivait à mesurer la pertinence des métaphores. D'habitude, on n'a pas accès à la vie des gens, donc on peut pas s'en rendre compte. Là, d'un coup, on avait tous vécu la même chose et du coup, on pouvait voir, ces métaphores absolument incroyables. J'ai souvenir d'un, notamment, une personne qui se réveille, avec des médecins, du coup, son rêve était dans un hôpital avec des médecins autour d'elle qui voulaient lui retourner les poumons comme un gant. Il lui disait: «Non, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pour votre bien, c'est pour vous sauver, on est obligé de faire ça» et elle disait: «Mais c'est horrible, ça fait un mal de chien» et effectivement, le rêve disait: «Mais non, en fait, ça marche pas, c'est pas possible» et on te dit: «C'est pour ton bien» et en fait, ça parlait de toutes les contradictions qui étaient proposées, à l'époque, de dire, on savait pas si les il y en a certains qui disaient: «Il faut mettre des masques, ça protège», d'autres qui disaient que non, non, pas du tout, et puis toutes les mesures qui ont été proposées, qui étaient contradictoires, où on n'arrivait pas forcément à comprendre, comment elles étaient bénéfiques pour nous. Donc il y a vraiment, ce champ de tous les possibles, ça permet vraiment au cerveau endormi de faire des propositions extrêmement sophistiquées et précises pour évoquer exactement, ce que ça vous fait ressentir, quoi. Ce qui vaut le coup aussi, c'est vraiment de regarder son rêve parce qu'on peut être tenté de se dire: «Ah ben, c'est bizarre, ah je comprends pas». Mais en fait, quand on se penche sur la bizarrerie, sur, c'est quoi en fait? Effectivement, est-ce que c'est une inversion ou comment c'est en fait, c'est quoi qui a produit cette émotion-là? C'est là où en fait on arrive à faire le lien avec sa vie éveillée. Dire: «Ah bah oui, bah c'est le contraire de ce qui s'est passé en vrai» ou alors c'est la superposition de 2 éléments ou ça inverse et du coup forcément ça donne un autre éclairage. Et parce que là, j'ai l'impression dans ce que vous décrivez, pas que le rêve a une approche, une fonction pas prémonitoire, parce que dans le sens qu'il va pas prédire quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il permet de donner un accès à une sorte, bah, justement, j'ai pas envie de dire de vérité, parce que pareil, c'est un gros mot vérité, mais une sorte de perception sans tabou, comme si quelque chose qu'on avait perçu, c'est-à-dire que par exemple pendant le confinement, toutes les mesures un petit peu totalitaires, toutes les dérives un peu totalitaires qu'il y a eu, les contradictions comme vous disiez, etc. Toutes ces choses qui étaient plus forcément acceptées ou en tout cas qui étaient tabous dans le domaine public, c'est-à-dire que on pouvait pas forcément parler avec les gens, il y avait de grosses valeurs émotionnelles, donc il y avait vraiment un clivage où certaines personnes pensaient comme ça, d'autres comme ça, et du coup il y avait du mal à faire un petit peu aller prendre la vérité ou en tout cas ce qui était juste chez chacun. J'ai l'impression que le rêve était un peu l'endroit où ces choses ont pu s'exprimer et que du coup, si du coup on était capable d'écouter nos rêves, on arrive à mettre le doigt parfois sur quelque chose qui est juste sur quelque chose, enfin, qui est juste, oui, comme on le perçoit en tout cas de la réalité, et que du coup, on peut se libérer un petit peu de toutes ces pressions, de tous les tabous qui nous empêchaient, entre guillemets, de réfléchir proprement à ce qui est en train de se passer. Beh, oui, c'est exactement ça, hein. Donc quand je parle de vérité émotionnelle, c'est parce que justement le cerveau endormi permet d'exprimer l'émotion sans tous les empêchements de la conscience éveillée, qui est garante de la morale, des normes sociales, et cetera. Du coup, là, vous avez accès à l'émotion telle que vous la ressentez, vous la vivez vraiment et que vous avez probablement refoulée ou pas acceptée complètement ou mis de côté à l'éveil et du coup, de ce point de vue-là, le rêve qui montre et qui met sur la table l'émotion telle que vous l'avez vécue, ça témoigne, effectivement pour moi, c'est vraiment le mot juste, hein, ça vous pouvez accéder à votre vérité émotionnelle et ça témoigne aussi d'une liberté énorme puisque, on est très contraint par les normes sociales et du coup, là, si vous regardez votre rêve, vous arrivez à voir vraiment ce qui se passe et moi, c'est pour ça que ça m'a tellement intéressée de faire une enquête sur les rêves des Françaises et des Français à cette époque-là. C'est que pour moi, c'était le seul moyen d'avoir un accès à ce qui était réellement en train de se passer, de savoir quel était l'enjeu, en fait, de la période. En fait, la seule manière de voir ce que ça faisait vraiment aux gens, c'était d'avoir accès à leurs rêves et du coup, c'était vraiment très, très impressionnant parce que dans la force, des métaphores, l'intensité émotionnelle et puis aussi on a découvert, des évidemment, nous, on s'attendait à ce qu'il y ait une incorporation dans les rêves de toute,
des préoccupations du moment qui étaient le virus, la pandémie, la contamination, la mort de soi et de ses proches. Ça, on s'y attendait bien. Mais en lisant les rêves, tous les rêves qui nous ont été envoyés, on s'est rendu compte que les préoccupations étaient bien plus vastes que ça. Qu'il y avait des préoccupations. La préoccupation principale, c'était à propos de l'avenir, l'incertitude vis-à-vis de l'avenir. Ça, c'était le thème majeur de tout ce qui a été rapporté. On a vu cette thématique d'intrusion dans l'intimité aussi qu'on n'avait pas vu venir, qui était du coup induite à la fois par la peur du virus qui s'introduit dans notre corps, mais aussi l'intrusion de la vie professionnelle dans la vie personnelle avec ce confinement qui nous enfermait chez nous pour travailler, la crainte de l'enfermement, la préoccupation qu'il y a eu à cette époque. Moi, j'aurais pas du tout pensé en termes de rapport d'importance. En fait, la crainte de la mort du virus, elle était importante, mais à aucun moment j'aurais soupçonné une aussi forte importance des attestations. En fait, les gens n'ont pas arrêté de rêver des attestations et ils rêvaient tout le temps des attestations, qu'ils les aient bien remplies ou pas, des attestations qui marchaient pas. En fait, il y avait une crainte majeure de l'empêchement de la liberté. Les gens arrivaient de prison, vraiment la limitation de la liberté, ça a été une énorme préoccupation qui s'est beaucoup exprimée dans les rêves. Du coup, en fait, on a appris ce qui se passait vraiment dans ce pays à travers les rêves qui ont été rapportés. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était absolument capital de rendre en quelque sorte ces rêves aux Françaises et aux Français et aussi de faire acte de nouveau de partage, à un moment où justement on était tous isolés chacun de notre côté et on était obligés de vivre ça sans le concours de nos congénères. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment, un acte de résistance et de combat de la situation qui était vraiment important. J'ai réussi à trouver une éditrice qui a bien voulu, publier ses rêves, du coup je m'en réjouis et je la en remercie beaucoup. C'est EDP Science qui a permis de publier ses rêves dans un livre qui s'appelle «Rêver pendant le confinement», ce que le rêve nous apprend, sur le vécu des Françaises et des Français. Voilà. Du coup, je ne saurais que trop vous recommander de lire ces rêves. Habituellement, les rêves d'autrui, c'est difficile d'accès. On se dit: «On va pas pouvoir comprendre de quoi il s'agit». Là, c'est vraiment un très bon exemple pour mesurer, en fait, tous nos ressentis communs, toutes nos manières communes de rêver et puis de vraiment voir, ce qui a pu se passer pour, tout un chacun pendant cette période. Quand j'ai lu le livre, là, du coup, vous me l'aviez envoyé pour préparer l'épisode, j'étais assez étonné déjà de voir que les rêves étaient vraiment intelligibles. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus chaotique. Et surtout, j'étais étonné aussi de l'investissement émotionnel que j'ai eu. C'est-à-dire que ça m'a vraiment rappelé, alors que là, on est sorti de la période, ça fait 3 4 ans, ça m'a rappelé des choses que je me dis, ah oui, c'est vrai que là, le doigt est mis sur quelque chose que ouais, je ressentais et je ne l'avais pas nommé à ce moment-là. Il y avait bien ça dans le fond, en fait. Et du coup, l'analyse des rêves a commencé avec Freud, avec justement son bouquin L'interprétation des rêves. Comment est-ce que cela a évolué depuis? Est-ce qu'on considère qu'il y a une valeur scientifique, parce que Freud a assez critiqué, mais est-ce qu'il y a une valeur scientifique dans sa méthode qu'il avait d'analyser les rêves? Est-ce qu'elle est viable, entre guillemets? Est-ce qu'elle a fait ses preuves? Est-ce qu'elle a évolué depuis et donc on a peut-être gardé des choses, mais d'autres choses ont changé? Ou est-ce que justement, il n'y a pas vraiment de valeur à l'analyse des rêves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de méthode et qu'à partir du moment où quelqu'un se pose et réfléchit sur un rêve, il va en tirer quelque chose? Oui, c'est vraiment important de parler de Freud. Moi, je fais partie des neuroscientifiques qui prônent vraiment, la collaboration entre, beaucoup de disciplines. Je pense qu'on a vraiment besoin de différentes approches pour comprendre, l'humain en général et la psyché humaine en particulier. Et pour moi, on peut pas du tout se passer de l'approche psychanalytique pour comprendre la psyché humaine, puisqu'il y a énormément de zones d'ombre. Les neurosciences cognitives, c'est un domaine qui est extrêmement récent et qui a émergé à partir de techniques. Il y a pas vraiment eu de pensées, qui sont associées à ce champ, disciplinaire, ce qui est pas du tout le cas de la psychanalyse et puis surtout, c'est 2 champs qui sont complètement différents, qui abordent pas les mêmes questions et on peut pas nécessairement aborder en neurosciences les questions qui sont, abordées, par la psychanalyse, notamment la question de sens, de vécu personnel, qui est évidemment fondamentale. Donc on peut pas se passer de cette question-là. Du coup, c'est très important pour moi de collaborer. Du coup, je pense que il y a des raisons, forcément à comprendre dans cette, opposition ancestrale entre le domaine scientifique, notamment les neurosciences et la psychanalyse et Freud en particulier, qui est une opposition qui est très stérile, hein. Je pense qu'elle est très ancrée dans des affects, en fait, dans des craintes, assez réciproques, hein, d'une discipline vis-à-vis de l'autre. Ce qui est bien dommage parce que je pense qu'il y aurait toutes les raisons de sortir grandi de collaboration sans que personne,
n'en pâtissent. Donc pour moi, c'est très important de collaborer et un des énormes apports de Freud, ça a été de rendre le rêve un objet d'étude et de recherche important. Il a donné de l'importance au rêve, il a dit, à partir de ses travaux, en fait, il l'a rendu un objet de recherche sérieux, dans lequel on pouvait avoir un accès à des dimensions de la psyché qu'on n'aurait pas par ailleurs. Et du coup, il a amorcé la recherche sur le rêve de cette manière-là, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le voir, qu'un de ses apports, ça a été de rendre le rêve quelque chose de sérieux. Donc ça, c'est un apport très important. Et on lui reproche souvent au troisième millénaire de pas avoir tout compris, de pas avoir eu tout juste, alors qu'il sévissait, il y a plus d'un siècle, ce que je trouve, quand même, assez fort comme reproche. Évidemment, il n'était pas allé au bout du sujet, évidemment, il n'avait pas tout compris, évidemment, il n'avait pas accès à toutes les connaissances qu'on a actuellement, mais il y a beaucoup de choses qu'il a proposées qui restent absolument majeures et fondamentales. Le fait qu'il y ait une expression d'affect et de représentation inconsciente pendant le sommeil et le rêve, c'est tout à fait majeur et ça a un impact bien au-delà de la question du rêve. Les neurosciences n'en tiennent pas du tout suffisamment compte et on est dans une époque où on se rend bien compte que l'humain est gouverné par son inconscient bien plus que par son conscient. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. La dimension inconsciente, du coup, découverte majeure. Et puis le rêve comme moyen d'accès à des fonctionnements psychiques auxquels on n'aurait pas accès en se contentant de la psyché éveillée. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui reste très précieux et qui reste complètement d'actualité. Le cœur de sa méthode d'interprétation du rêve, c'est l'association libre. Et ça reste complètement vrai, et c'est ce que je disais précédemment. Et évidemment, vous n'arrivez pas au même niveau de correspondance et de lien avec votre vie éveillée si vous faites le travail tout seul ou si vous le faites avec quelqu'un d'autre, un psychothérapeute avec qui peut se créer un lien et qui peut voir des choses que vous continuez de pouvoir résister à voir. Mais c'est vraiment le principe qu'il a proposé qui est tout à fait majeur et qui est complètement d'actualité. C'est pour faire quelque chose d'un rêve, il faut faire des liens avec sa vie éveillée, faire des associations et à partir de là, on peut prendre conscience, voir autrement. C'est quelque chose de très utile et comme je disais précédemment, l'utilisation des rêves en psychothérapie, quel que soit le type de psychothérapie, ça a été documenté, c'est très utilisé, c'est très efficace. Donc pour moi, l'approche psychanalytique est tout à fait intéressante. L'écueil actuellement, c'est qu'elle a du mal, cette psychanalyse, à se renouveler et à mettre à jour ses concepts avec l'évolution de la culture, que évidemment, la psychanalyse, s'est formée à une époque qui était, éminemment, patriarcale, du coup, forcément, qui vivait avec leur époque, qui était à la fois patriarcale et aussi très influencée par la religion, avec des normes, sociales et morales qui étaient quand même très différentes et beaucoup plus fortes qu'actuellement. Du coup, là, il faut essayer de prendre, d'actualiser en fait la pensée et puis aussi d'oser désimmuabiliser certains concepts qui avaient été proposés parce que la psychanalyse a proposé des concepts notamment de castration, de d'Oedipe, etc., qui voulaient être immuables et qui étaient indépendants du temps. En fait, ils ont sous-estimé l'impact de la culture à cette époque-là. Donc il y a différentes choses qu'il faudrait actualiser dans la psychanalyse. Il y a beaucoup de choses qui restent très vraies, très importantes. C'est vraiment un outil pour aborder l'humain qui me semble capital. Pour autant, il faut le remettre à jour. Tout n'avait pas été compris et pensé. Et du coup, là, actuellement, c'est un petit peu l'écueil, c'est que la pensée psychanalytique a un petit peu du mal à se mettre à jour et interagir avec le monde universitaire. J'espère que ça va changer. Mais pour moi, c'est vraiment capital de continuer de penser et de travailler ensemble. Et évidemment, on doit beaucoup au travail de Freud, à ce qu'il a proposé, mais qu'il y a aussi des choses qui ont évolué. Et du coup, c'est un petit peu dommage actuellement. Je trouve que on est forcément dans un tout ou rien, quoi. C'est soit on aime tout Freud, soit on aime rien de Freud. Évidemment, la vie, c'est pas comme ça, c'est jamais comme ça. Et il y a beaucoup de ce qu'il a proposé qui est très intéressant et qui est encore valable actuellement. Et puis, il y a d'autres choses qui ne le sont plus ou moins. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer d'avancer et de construire, de garder ce qui est bien et puis de faire des nouvelles propositions pour ce qui marche plus. Pour moi, c'est un chemin qui est toujours en cours et qui est tout à fait passionnant. Et évidemment, la connaissance actuelle est encore beaucoup basée sur des choses qu'il a proposées. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on commence à se tourner vers une approche intégrative parce que personnellement, bah là, dans nos cours, on a beaucoup de... Enfin, la fac d'Aix, du coup, je suis... Les cours de psychologie clinique sont vraiment orientés psychanalyse. Mais je suis toujours étonné quand je demande aux profs, du coup, qui sont des chercheurs en psychanalyse,
Et à quel point est-ce qu'il n'y a vraiment aucun pont qui ont été faits au cours du dernier siècle entre la psychanalyse et d'autres matières comme les neurosciences? Non, non, il y a eu au cours du XXe siècle, il y a eu, plusieurs initiatives, de rapprochement entre psychanalyse et neurosciences. Mais en fait, ce que j'ai constaté, c'est que ces initiatives, elles ont toujours été extrêmement restreintes dans le temps et dans l'espace. Donc il y a eu des groupes qui se sont rapprochés, il y a eu des tentatives qui ont, j'imagine, plus ou moins bien marché parce que c'est quand même, c'est des champs qui sont très à côté, hein, c'est vraiment pas facile de se parler et du coup, c'est tout l'intérêt d'essayer de se rejoindre et de trouver des moyens de se parler, de faire, se comprendre les différents vocabulaires, les différents concepts, de les faire se rapprocher. Donc les tentatives ont été plus ou moins fructueuses, mais certaines, je pense, l'ont été pas mal, notamment, la société de neuropsychanalyse fondée par Mark Solms, dans les années 2000. Mais ce que moi j'ai pas compris, notamment avec cette société de neuropsychanalyse fondée par Mark Solms, c'est que même elle, même dans les années 2000, c'est resté très restreint dans le temps et dans l'espace. J'ai ressenti en allant à des congrès, de cette société de neuropsychanalyse qu'il n'y avait pas forcément de volonté de grossir ou d'expansion, alors que pour moi l'enjeu c'est effectivement d'en faire un champ disciplinaire à part entière, enfin de rendre tout ça visible. Et j'ai l'impression que toutes les initiatives qu'il y a eu jusqu'à présent, en fait, elles ont été restreintes dans le temps et dans l'espace, pour des raisons que j'identifie encore pas complètement, bien qu'il y en ait certaines qui aient été très fructueuses, qui aient bien marché. Donc, c'est un petit groupe de personnes qui arrivent à fonctionner un petit temps et puis après ça s'arrête ou ça s'éteint. C'est ça qui est dommage. Pour ce qui est de la société de neuropsychanalyse, il y a vraiment eu des travaux et des propositions qui sont très intéressantes. Ça fait vraiment avancer la réflexion, la pensée, la recherche, et c'est vraiment très dommage, en fait, j'arrive pas complètement à comprendre pourquoi ça prend pas plus, pourquoi ça s'étend pas plus. Une des raisons, c'est probablement, il y a un ouvrage là qui est sorti, qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle Pulsion, un ouvrage en collaboration avec une psychanalyste et avec un économiste. Je vais retrouver leur nom. C'est Frédéric Lordon et Sandra Lucbert. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment très réjouissant de voir cette initiative, cette volonté effectivement de mise à jour, de modernisation, de la psychanalyse et de la faire, parler avec des domaines, comme l'économie et puis c'était assez passionnant d'entendre Lordon dire parce que c'est un scientifique, parce que c'est une personne qui est tout à fait reconnue dans ce monde scientifique, de dire qu'on ne peut pas se passer de la psychanalyse pour comprendre la psyché humaine. Ça, j'ai trouvé ça majeur parce que je pense que c'est très vrai et en même temps, ils expliquaient tous les 2 dans cet ouvrage que, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que la psychanalyse comme la philosophie de Spinoza qu'ils ont aussi, convoqué dans cet ouvrage, en fait, c'est des champs disciplinaires extrêmement difficiles d'accès, en fait, où en fait, pour, en réussir à comprendre ou à penser ou faire avec, en fait, il faut, investir un temps absolument colossal de lecture et de compréhension, et en fait, d'entrer dans ce champ disciplinaire absolument énorme et donc c'est probablement une des raisons qui fait que la collaboration les collaborations restent difficiles, c'est que c'est extrêmement difficile pour la même personne d'avoir, des compétences, fortes à la fois en neurosciences et en psychanalyse. Donc du coup, on continue d'avoir, une discussion qui reste difficile. Mais bon, il y a de plus en plus d'initiatives et je pense que c'est un des enjeux aussi de la modernisation de la psychanalyse pour essayer de voir ce qui est utile de garder, pas garder et de rendre ça aussi plus accessible. Je pense que c'est possible. C'est pas une qualité, intrinsèque et fondamentale et nécessaire de la psychanalyse de pas être accessible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'on peut faire mieux et j'ai l'impression que c'est plutôt effectivement en bonne voie. Justement, il y a Robin Carhart-Harris de son côté, lui qui est neuroscientifique mais qui a eu une formation psychanalytique, qui est en train de faire le pont avec Carl Friston entre justement la psychanalyse et les neurosciences et qui est en train d'essayer de résoudre l'un des gros problèmes de la psychanalyse, je pense. Je sais pas si c'est sa volonté première, mais j'ai l'impression qu'il est en train de trouver une piste pour y résoudre. C'était le côté infalsifiable. C'est-à-dire que le problème de la psychanalyse à intégrer dans des expériences maintenant, c'est qu'on ne peut pas tellement la prouver fausse comme on ne peut pas vraiment la prouver vraie. Lui aborde du coup la psychanalyse parce que c'est implicite dans les écrits de Freud, on le voit vraiment cette notion d'entropie. Donc cette notion, il y a vraiment cette notion physique avec le désir, la pulsion qui a besoin de s'écouler et qui va s'écouler vers le moyen le plus rapide et que, enfin, je vais pas me détailler trop en détail là-dessus, mais c'est vraiment implicite cette notion d'entropie et du coup, Carter avec Friston utilise cette, sont en train de modéliser cette notion d'entropie et de faire les ponts entre du coup l'entropie cérébrale qu'on peut modéliser, comment dire, physiquement, cérébralement, et les écrits de Freud.
Et ils abordent ça, du coup, sous le pas des psychédéliques notamment. C'est-à-dire que du coup, la première théorie qu'il a fait, Sam Carter-Harris, là, c'était par rapport à l'effet des psychédéliques. Et je me demandais si... en fait, je suis pas sûr qu'il l'ait écrit, mais à quel point est-ce que l'état des psychédéliques, justement, permet cette porte d'entrée, puisqu'il va, je sais pas, à quel point est-ce qu'il est similaire, justement, avec les rêves. Toute initiative de faire des ponts entre les neurosciences, et la psychanalyse, c'est intéressant. Sur la question d'infalsifiabilité de la psychanalyse, je suis pas complètement d'accord. En fait, c'est beaucoup présenté comme ça, mais en fait, la question, c'est de réussir à se parler et de savoir qu'est-ce qu'on veut tester. En fait, si on identifie ce qu'on veut tester, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, il y a des propositions qui ont été faites, qui ont été abordées de manière expérimentale. Il y a là, dans ces congrès de neuropsychanalyse qui ont lieu depuis 25 ans, il y a vraiment eu des tentatives de tester des propositions psychanalytiques d'un point de vue expérimental qui étaient extrêmement malignes, bienvenues et qui ont eu des résultats extrêmement informatifs. Après, effectivement, on ne peut pas forcément tout faire, tout tester, et je pense que la science n'est pas l'entièreté du monde et ne détient pas la vérité. On ne peut pas tout aborder avec la science. Je pense qu'il faut réussir à faire ce deuil-là. C'est pas très facile pour les scientifiques apparemment. Mais du coup, il y a tout à fait. Moi personnellement, j'ai pu tester dans des études qu'on a fait au laboratoire une des observations que Freud avait fait quant à ses observations vis-à-vis du contenu du rêve. Il avait notamment dit qu'il y avait beaucoup de résidus diurnes qui étaient incorporés dans les récits de rêve et que très souvent, ces résidus diurnes, ils étaient triviaux, de faible importance émotionnelle, etc. Du coup, là, il y a énormément de scientifiques qui ont montré ça s'est très bien montré et c'est complètement reconnu qu'effectivement, on incorpore beaucoup d'événements qu'on a vécus surtout de la veille dans le contenu de son rêve. Et nous, dans l'étude qu'on avait fait, on avait pu comparer en fait l'intensité émotionnelle des événements de la vie éveillée, du coup, qui avaient été incorporés dans le rêve, qui étaient anciens et récents. Et du coup, on s'était rendu compte que les événements de la vie éveillée incorporés dans le rêve qui étaient récents, ils avaient effectivement une intensité émotionnelle qui était moins forte que les événements émotionnels incorporés dans le rêve qui étaient plus anciens. Donc c'est un exemple, mais c'est pour dire qu'en fait, il y a dans toutes les propositions qu'il a faites, évidemment qu'il y en a tout plein qu'on peut tester, d'autres qui le sont plus difficilement, mais c'est loin d'être la seule discipline où c'est le cas. Donc pour moi, c'est vraiment important de continuer dans cette direction-là parce que les enjeux sont énormes. C'est vraiment les enjeux de la compréhension de surtout de l'affect. Parce que les neurosciences, c'est très descriptif de la cognition, mais dès qu'il s'agit d'affect et d'émotion, ça a beaucoup. En fait, la notion de sens est complètement absente des neurosciences, et du coup, ça, c'est un manque crucial, majeur. Donc, on a besoin de la psychanalyse pour avancer, de la collaboration, d'avancer ensemble, ça c'est certain. Et la question des psychédéliques et des états de conscience modifiés, notamment par voie médicamenteuse, en quoi ça peut ressembler au rêve. Moi, je suis partagée. D'abord, j'ai jamais fait l'expérience d'aucune de ce type de substance. Du coup, je peux pas faire de comparaison personnellement parlant. Je pense qu'il serait de loin la plus pertinente parce que j'ai une très bonne connaissance de mes rêves. Donc, évidemment, les psychédéliques, ils induisent des états modifiés de conscience, ils peuvent induire des bizarreries, etc. Du coup, c'est très tentant de dire c'est similaire. Dans quelle mesure c'est similaire à tous les endroits et c'est similaire d'un point de vue fonctionnel, ça me semble pas très clair. Quelle est l'histoire du rêve? Depuis quand est-ce que ce phénomène fascine les individus? Au début de l'épisode, vous nous avez dit justement que c'était quelque chose qui, dans toutes les cultures et depuis longtemps, fascine les individus. Mais quelle place est-ce qu'il a occupé dans ces cultures? Quel était le rapport des individus au rêve? Voilà, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Alors oui, oui, c'est forcément la perspective historique, c'est une perspective qui est très intéressante, et une personne qui maîtrise ça très bien, c'est Jacqueline Carrois, qui était aussi une référente scientifique pour l'exposition. C'est une historienne spécialiste de la question du rêve. C'est très important d'essayer de comprendre quel a été le rapport au rêve dans le temps et dans l'espace chez les humains. Et évidemment, parmi toutes les questions historiques, c'est pas la plus facile à étudier. Donc, on n'a pas autant d'informations que ce qu'on voudrait sur le rapport au rêve des différentes civilisations qui ont existé. Pour autant, je pense que aussi loin qu'on ait pu aller, on a toujours trouvé des indicateurs qui permettaient de penser que le rêve était considéré, était important, que les humains avaient pris cette question en main d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'à toutes les époques ou à des époques très lointaines, on a des indications de ça.
C'était une proposition de Michel Jouvet qui disait que sur les grottes de Lascaux, un des personnages, qui était représenté allongé sur le dos, et en érection, pour lui, c'était, une représentation d'un homme qui était en sommeil paradoxal. Je pense qu'il y a aussi des dessins qui sont évocateurs, d'un imaginaire qui pourrait être onirique et du coup, si c'est dessiné, si c'est sur des grottes, c'est que ça c'était pris en compte. Ça faisait partie de leur culture. Cette question-là présente une préoccupation vraiment dans de très nombreuses civilisations, loin dans le temps et dans l'espace. Et je pense que c'est très important, effectivement, ça serait très important de réussir à pouvoir se pencher sur ces questions-là plus, pour mieux comprendre le rêve et les humains. Mais du coup, comme je disais, on n'a pas énormément d'informations et puis il y a pas beaucoup de personnes qui se penchent sur ces questions-là. C'est pour moi un des écueils de l'exposition, Le temps d'un rêve au musée des Confluences, en ce moment. Du coup, elle a l'avantage d'être, très vaste, du coup de proposer, vraiment beaucoup d'aspects, de perspectives, concernant le rêve, mais malheureusement, elle ne propose pas une vision d'ensemble. En fait, une manière d'appréhender ces différentes approches, de manière intégrée ou avec, une vision soit, fonctionnelle, soit un cadre de pensée qui permette de comprendre, en fait, les liens ou les différences, qui permettent d'avoir une méta-pensée, en fait, par rapport à tout ça. Ce qui me semble évidemment capital et intéressant parce qu'en fait, quand on regarde bien, il y a évidemment eu beaucoup de manières différentes de s'approprier le rêve chez les humains, mais pour moi, une des, 1 conclusions qu'on peut faire à travers toutes les manières qu'on a pu constater d'appréhension du rêve, c'est que vraisemblablement, il y avait une volonté d'essayer de comprendre et qui, pour moi, témoigne en fait, d'une nécessité, en fait, de comprendre son rêve pour pouvoir mieux s'en débarrasser. En fait, je pense que les humains, depuis très longtemps, sont un petit peu encombrés, ne savent pas quoi faire de cette chose qui peut être éminemment déstabilisante psychologiquement, qui peut faire peur, qui peut provoquer, faire des confusions avec la vie éveillée et cetera et du coup, de tout temps, je pense que c'était difficile de le mettre juste de côté et de faire comme si ça n'existait pas et donc ces volontés d'interprétation ou de leur trouver une place, une fonction, pour moi, c'est une manière de, justement, réussir à l'appréhender, d'en faire quelque chose et de plus être autant déstabilisé par ces productions-là. Et ce que je trouve de très intéressant, c'est que quand on regarde bien, en fait, toutes les manières qu'on a pu observer à travers, le temps et l'espace de façon d'aborder le rêve, en fait, elles sont tout le temps c'est tout le temps des manières qui témoignent, de sujets d'importance dans la civilisation concernée. C'est-à-dire que, du coup, il s'agit, soit, partons de ce qu'on a de plus proche avec, Freud, de l'interprétation, de votre fonctionnement, psychique. Du coup, ça, c'est fort important, de vos émotions. Il y a eu aussi beaucoup de cultures qui ont considéré que le rêve était, un moyen utilisé par les dieux pour, communiquer des messages. Du coup, là, c'est pareil, ça avait un gros impact, une grosse importance dans la vie des gens. Il a aussi beaucoup été, considéré comme un moyen de prédire l'avenir, du coup, soit à l'échelle personnelle, soit à l'échelle collective. Du coup, ça a été beaucoup utilisé comme ça. Ça a aussi été considéré comme un moyen de rentrer en contact avec les morts. C'est tous des sujets extrêmement importants. Donc je trouve que c'est dommage de ne pas s'emparer de cette comparaison-là et de cette méta-pensée-là pour constater qu'effectivement, à travers le temps et l'espace, le rêve, ça a toujours été pris en compte de manière importante. Ça a toujours été le véhicule pour adresser des questions très importantes pour les humains. Les dieux, les morts, c'est des constructions, psychologiques qui nous aident à vivre et notamment nos émotions et à vivre en groupe. Ça participe à la culture et du coup, c'est des constructions qui sont extrêmement, importantes pour réussir à vivre. Donc ça me semble très important de voir que le rêve a toujours été considéré ou au cœur toutes les interprétations, les utilisations qui ont été faites, on témoignent de l'importance de ce qu'il véhicule ou de ce qu'il représente pour les gens. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est très remarquable que dans le monde dans lequel on vit, en fait, le capitalisme, en fait, plus généralement, dans les sociétés modernes, les pays industrialisés, en fait, on se rend compte que, par opposition, le rêve est complètement mis de côté. Il est considéré comme quelque chose qui est ni utile, ni important, dont on ne parle pas, qui n'est pas digne d'intérêt. Et ma compréhension de ce phénomène-là actuellement, c'est justement parce que le rêve est un petit peu l'opposé du spectre du capitalisme, c'est-à-dire qu'il s'intéresse exactement à tout l'opposé. C'est-à-dire
Le rêve, c'est le monde de l'émotion, le monde de ce qui fait sens, le monde de comment interagir avec autrui, comment en fait prendre soin de soi et des autres, comment vivre bien. C'est ça dont parle le rêve. Et le capitalisme ne fait que parler de performance, de profit et de moyens d'exploitation. Du coup, on se rend compte que c'est complètement antinomique et pour moi, c'est une des raisons qui explique que ce soit si difficile de trouver des financements sur le rêve et que finalement, ce qui intéresse, finalement le plus dans ce monde capitaliste, ce soit le rêve lucide. Donc le rêve dans lequel on reprend le contrôle et du coup, qui est de nouveau un moyen, de performance, de contrôle qui est complètement cohérent avec un monde, capitaliste. Je trouve que ça parle beaucoup de nos sociétés, le fait que le rêve ne soit pas considéré, qu'il soit à la fois on s'en occupe pas, à la fois on considère que c'est futile et il y a presque une dimension de dénigrement, en fait. C'est du côté de l'astrologie ou des choses qui sont vraiment dérisoires et du coup, pour moi, c'est une manière d'enterrer ce qui est important, dans un monde où il y a besoin de le faire parce que si ça revient, du coup, ça déstabilise, la culture dans laquelle on vit. Donc c'est pour dire que effectivement, là, il y a vraiment eu différentes manières de s'approprier le rêve à travers les différentes cultures, mais que c'est vraiment intéressant de voir que dès qu'il y a des propositions, c'est des propositions qui sont sur des terrains vraiment, importants, émotionnels, subjectifs, qui font sens pour les gens et que du coup sans détourner, finalement, moi ça me semble vraiment assez inquiétant, quoi et c'est une caractéristique de notre société actuelle. Voilà. Ce qui est assez marrant, c'est dans ce que vous dites justement qu'il y a une volonté de pouvoir faire des rêves lucides. Il y a beaucoup de personnes, il y a des choses qu'ils ont, par exemple des petites lampes, donc je crois qu'en plus elles ne fonctionnent même pas réellement scientifiquement, je crois qu'il n'y a même pas vraiment de résultats en plus. Mais cette volonté de pouvoir faire des rêves lucides pour avoir un contrôle, essayer de tirer du bénéfice de son sommeil. Mais j'ai l'impression que justement, si on retourne un petit peu la chose sur sa tête, on peut s'en servir, puisque si dans le rêve de base, on reconnaît qu'il peut y avoir un bénéfice dans le fait d'en apprendre plus et dans le fait de juste les regarder et d'apprendre à connaître ses rêves, tu vois, ce que justement, peut-être que juste ce changement de perspective pourra faire en sorte que le rêve revienne prendre une place plus importante du coup dans nos sociétés avec les valeurs qui vont avec. L'engouement pour le rêve lucide, pour moi, il détourne complètement de ce qui est important dans le rêve. En fait, l'intérêt pour le rêve lucide, il est très souvent extrêmement ludique. Il est ludique et dans la volonté de contrôler. Alors que justement, ce qui est tout à fait remarquable dans les machines biologiques que nous sommes, c'est d'avoir un tel niveau de complexité avec du coup une alternance d'un état éveillé, d'un état endormi. Et du coup, ce mécanisme qui fait qu'on se dissocie de soi-même et du coup, qu'on a une intelligence complètement déconnectée, on a l'impression que en fait, c'est pas nous-mêmes qui faisons ces rêves-là. On arrive à se surprendre soi-même et à accéder à des ressources cognitives, on n'a pas conscience, on sait pas d'où ça vient et c'est ça qui nous permet d'avoir des propositions aussi amorales, ou des métaphores aussi pertinentes et percutantes. Évidemment que si vous êtes dans un rêve lucide, d'abord, c'est un état qui est intermédiaire, c'est une sorte de raté de réveil, vous êtes moitié éveillé, moitié endormi, donc très vraisemblablement ça marche pas comme ça devrait marcher. Donc, c'est de toute façon une mauvaise idée de s'entraîner à faire des rêves lucides parce que ça diminue votre temps de sommeil et ça déstructure le sommeil. Donc, quoi que ce soit qui fait ça, c'est une mauvaise idée. Et pendant que vous êtes en rêve lucide, vraisemblablement, la fonction du sommeil s'applique pas de la bonne manière. Donc, l'encouragement à cette affaire-là, c'est vraiment très étonnant. Et la plupart du temps, c'est pour soit des dimensions ludiques, soit par exemple prendre conscience d'un cauchemar et s'en défaire. Mais comme je disais précédemment, il y a d'autres stratégies qui fonctionnent très bien. On n'a pas du tout besoin de faire ça pour se débarrasser des cauchemars. Il y a aussi des auteurs qui ont proposé de faire des rêves lucides pour améliorer ses performances. Mais en fait, quand vous faites l'imagination à l'éveil d'un exercice physique, en fait, vous améliorez vos performances encore bien mieux que si vous le faites en rêve lucide. Alors que le faire en rêve lucide, ça va avec diminuer votre temps de sommeil, altérer la qualité de votre sommeil et donc détériorer l'amélioration de vos performances. Du coup, c'est vraiment, je pense qu'il y a un intérêt en soi. C'est vraiment l'idée du contrôle, ça fascine un petit peu les gens et c'est toujours cette idée de ce qui fascine, c'est du contrôle là où d'habitude on n'en a pas. C'est ça, je trouve c'est un petit peu, c'est vraiment le côté effrayant et puis, déjà, actuellement sans qu'on en sache plus, il y a des industries, américaines qui ont essayé d'utiliser le rêve comme moyen de publicité et qui ont réussi, simplement par intention de la collaboration des Américains. Du coup, ils leur avaient proposé, au moment du Super Bowl, de rêver de leurs produits et que s'ils rêvaient de leurs produits, ils en gagnaient, un échantillon et les Américains ont collaboré à cette proposition-là, ce qui est tout à fait remarquable, alors je ne sais pas s'ils ont menti ou pas menti. Ce que je sais, c'est qu'ils ont essayé de rêver du produit qu'on leur a proposé et là on se dit: «Mais c'est fou quoi»
Donc ce que je veux dire, c'est que évidemment que le contrôle, c'est utilisé à des fins, productives, commerciales, capitalistes et que c'est la dernière chose qu'on a envie, qu'on fasse avec nos rêves. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'essence même du rêve, c'est le contraire de ça et se faire coloniser par cette, volonté de contrôle, c'est vraiment effrayant. Je pense, c'est le pire qui pourrait nous arriver et du coup, c'est ça que je trouve très inquiétant avec cet engouement pour le rêve lucide qui laisse de côté le rêve pas lucide. Avant de finir l'épisode, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une sorte de symbolisme commun au rêve? C'est-à-dire, je sais pas un petit peu, je sais pas si Jung a proposé exactement ça, mais il y aurait une sorte de sens commun dans les métaphores, c'est-à-dire que par exemple, une certaine métaphore, une certaine signification prendrait toujours cette forme, ou en tout cas chez la majorité des individus, par exemple, prendrait cette forme, et que à partir du moment où on est dans la même culture, on pourrait justement avoir ces choses, c'est-à-dire que par exemple, bon, là je grossis au maximum, mais par exemple, je rêve d'un lapin blanc, donc ça pourrait vouloir dire ça. Donc je suppose que ce serait beaucoup plus fin que ça. Mais est-ce que justement il y aurait une sorte de symbolisme dans nos rêves qui pourrait nous aider à décrypter la signification qu'il pourrait y avoir derrière, ou en tout cas à remonter le fil de la métaphore? Le principe de la métaphore, c'est la symbolique, en fait, c'est la symbolisation et du coup, la symbolisation, ça c'est intrinsèquement, c'est faire appel à des représentations communes, ancrées, ancestrales, anciennes, donc qui appartiennent à la culture. Donc la métaphore, elle est forcément dépendante de la culture et du coup, c'est ça qui était très intéressant dans ces rêves recueillis pendant le premier confinement, c'est que d'abord, on se rend compte qu'on partage des émotions très similaires et puis que là, dans ce contexte en particulier, du coup, on avait un vécu très similaire. Du coup, on pouvait très facilement comprendre que les autres, Françaises et Français aient pu ressentir des émotions similaires. Du coup, à partir de là, c'est tout à fait remarquable de voir justement les images, les symboles qui ont été convoqués par les rêves pour représenter leurs émotions. Et on se rend compte, bien sûr, que c'est des symboles qui ont un côté un petit peu immuable dans leur, signification, qui sont très, attachés à j'ai envie de dire, à des principes, biologico-naturels, indétrônables. Par exemple, la vague qui vous submerge, pour représenter le fait que vous êtes, dépassé et que vous avez peur de ce qui est en train d'arriver. Ça, c'est une image qui revient, très souvent, très facilement. Là, quand, il y a eu, énormément de rêves qui ont exprimé une peur d'un régime coercitif, de l'avènement du fascisme et de la dictature, il y a eu des évocations, ces rêves ont volontiers convoqué le nazisme, Hitler, des figures en fait de régimes totalitaires qui sont extrêmement partagées et du coup toutes ces représentations de vampires, de catastrophes naturelles, c'est tout des représentations partagées et du coup, je pense que c'est très important pour comprendre les métaphores et les symboles, c'est de demander à la personne qui a fait le rêve, qu'est-ce que ça évoque pour elle, cette image-là? Parce que effectivement, ça peut changer à travers les personnes et à travers les cultures, mais, je pense que ce que va chercher le cerveau, c'est vraiment des représentations fortes et pas très questionnables pour la personne, quoi. Quand on rêve d'Hitler, il y a pas tellement d'ambiguïté sur le fait que ça fait peur, quoi. Une vague qui vous submerge aussi, on peut pas respirer sous l'eau, ça, on peut pas c'est ça qu'arrive à faire le cerveau endormi, c'est d'enlever l'équivoque, quoi. Je veux dire les symboles qu'ils vont chercher, ils sont à la fois justes et ils sont à la fois forts, il y a pas tellement d'ambiguïté, il peut y avoir des doubles sens, mais en général, ce que ça évoque est très clair et du coup, je pense que c'est ça qui est, important, de remettre à jour du côté de la psychanalyse, c'est que, effectivement, ces symboles et ces représentations, elles évoluent avec le temps, elles sont différentes en fonction des cultures et qu'effectivement, c'est les métaphores, ou les images, enfin, avoir un rêve, de 1905, je pense qu'on peut pas le comprendre et interpréter les métaphores de la même manière actuellement et en 1905. C'est pas les un chat, une église ou un prêtre, ça a pas les mêmes, associations symboliques, actuellement qu'à l'époque. Comme beaucoup d'autres choses. Donc je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête, et du coup, c'est peut-être de là que sont venues les clés des songes. Effectivement, qu'il y ait des symboles, forts qui reviennent souvent parce qu'ils sont très clairs et qui font partie de notre vie de tous les jours. Effectivement, la dangerosité de l'eau ou le feu qui brûle ou je ne sais quoi. Ça, c'est des choses, qu'on peut retrouver et qui sont très fortes à travers plusieurs rêves. Du coup, c'est peut-être à partir de là qu'il y a eu une tentative ou des volontés d'éditer des clés des songes, et du coup qui déclinent ça, avec des objets du quotidien et des choses, qui n'avaient évidemment pas la même valeur symbolique. Je pense que l'idée est un peu la même. L'idée de la clé des songes qui là semble, absolument pas crédible. D'autant plus qu'au 19e, les clés des songes, en fait, elles changeaient chaque année. C'est-à-dire que si vous rêvez d'un lapin blanc en 1890, ben, ça veut pas dire la même chose que si vous en rêvez en 1892. Donc, évidemment, on a du mal
à leur attribuer autant d'impact fonctionnel, possible. Par contre, je pense que ça répondait clairement à une volonté toujours très présente d'interprétation des rêves. Là, on est en 2025, il y a toujours encore énormément de sites sur internet qui proposent des interprétations des rêves. Maintenant, des intelligences artificielles qui vous proposent des interprétations des rêves et de tout temps, avant internet, il y avait encore des clés des songes éditées. En fait, il y a vraiment, une volonté, un désir d'explication et de compréhension de son rêve qui est très fort et qui est très fort depuis très longtemps. Il y a vraiment la volonté de comprendre. Et donc je pense que c'est pour ça que les clés des songes se sont beaucoup développées et ça provient probablement de la constatation de la similitude, de la signification de certains symboles à travers les rêves de plusieurs personnes. Effectivement, ces vagues qui vous submergent, des représentations comme aussi le roi ou le président, qui sont aussi des représentations qui ont une signification toujours assez similaire à travers les rêves des personnes. Du coup, ces constatations-là ont pu être dérivées probablement vers, on n'aurait qu'à dire que chaque chose dans un rêve a une représentation symbolique et veut dire quelque chose, et donc dériver vers cette proposition un peu plus ésotérique. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça témoigne de cette volonté très importante d'essayer de comprendre et de faire quelque chose de son rêve. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de symboles qu'on partage, ou qu'en tout cas les symboles qui sont utilisés dans le rêve, c'est des symboles qui, c'est le rêveur qui peut savoir. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y en a certains où ça fait pas de doute. C'est-à-dire que bon, une vague, c'est dangereux. Après, une représentation, effectivement, Hitler chez un néofasciste, ça a probablement pas le même sens que Hitler chez quelqu'un qui est de gauche. Voilà. Mais globalement, le cerveau endormi, vraisemblablement fait ça, va chercher des représentations symboliques fortes et qui sont cohérentes avec la signification de ce symbole pour la personne éveillée. Donc ça, c'est certain que la métaphore, elle propose un sens que la personne éveillée peut comprendre, elle change pas éveillée ou endormie, c'est ça que je veux dire. Donc c'est la personne qui a fait le rêve qui peut savoir, ce que signifie ce symbole, mais je pense que dans beaucoup de cas, oui, ça traverse, les individus dans une même société. Vous aviez parlé justement de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourrait se servir, enfin, est-ce qu'il y a des chercheurs qui commencent à développer des modèles justement avec les modèles langagiers d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on commence à développer des modèles, à entraîner des modèles à interpréter les rêves, puisqu'ils sont particulièrement bons pour faire les ponts entre, enfin, faire les liens associatifs entre différents mots et différentes idées, et à justement à récupérer les points communs, voilà. Est-ce que justement, est-ce qu'ils arrivent, est-ce qu'on pourrait les utiliser, ou par exemple, quelqu'un raconte son rêve et l'intelligence artificielle va peut-être poser des questions un petit peu, dans un sens un peu comme on pourrait le faire en psychanalyse, encourager une sorte d'association libre à la personne, et au fur et à mesure de ce que la personne lui raconte, donc de comment est-ce que la personne fait des liens, l'intelligence artificielle va proposer des interprétations ou va dire: «Ah bah tiens, tu as dit ça ici, ça me rappelle ce que tu as dit là puisque les 2 sont liés de telle manière» et cetera. Une des limites majeures de notre espèce, j'ai l'impression, c'est de ne pas être capable de questionner, les découvertes, qu'elle fait. C'est qu'à partir du moment où elle a fait une découverte, quelle que soit la vie ou les risques, même si des spécialistes vous disent: «C'est extrêmement dangereux, c'est une mauvaise idée», même si on ne sait pas, en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas d'exemple, où l'espèce humaine a réussi à s'empêcher d'utiliser une découverte, et du coup, ça a quand même cet énorme, inconvénient de faire que même si c'est une mauvaise idée, ben, on le fait quand même, quoi. Et du coup, évidemment, internet, les intelligences artificielles, dès que c'est arrivé, ça a été, utilisé avant même de réfléchir ou de savoir quels, effets pervers ou délétères ça pourrait avoir. Là, évidemment qu'on peut faire ça avec une intelligence artificielle, et évidemment que des collègues chercheurs, se sont empressés de tester ça et de faire ça, qui trouvent des performances qu'ils estiment, du coup qu'ils appellent comme ça d'ailleurs, des performances, qu'ils estiment tout à fait louables ou comparables à celles, avec un humain, et cetera. Mais du coup, ça questionne complètement le sens de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on sait bien que les intelligences artificielles, en fait, c'est une aide actuellement, ça peut être qu'une aide, à ce qu'on lui propose de faire. En fait, il y a une marge d'erreur absolument colossale. Si on vérifie pas, en fait, il y a des erreurs colossales. On peut absolument pas faire confiance à cette démarche. Elle est complètement dépendante de ce que l'intelligence artificielle a eu comme information pour apprendre à faire la tâche. Donc effectivement, on peut faire, une interprétation de son rêve avec une intelligence artificielle, avec tous les risques que ça comporte, d'erreurs, de mauvaise orientation, de l'impact que ça peut avoir sur les personnes. Parce que je pense que
même si les personnes savent que c'est une intelligence artificielle et c'est un ordinateur, c'est très difficile de ne pas être influencé par des choses qui sont produites, notamment, à partir de quelque chose d'aussi personnel qu'un rêve. Du coup, ça vous pose des questions, c'est pas vérifiable, donc ça vous travaille. J'ai le sentiment que à partir du moment où ça n'a pas été testé, évalué ou que c'est pas utilisé, de manière contrôlée ou en conscience avec un humain, ça me semble complètement, fou et aberrant et surtout qui se détourne complètement de l'intérêt initial. En fait, si l'idée c'est de remplacer une psychothérapie ou un psychologue par une intelligence artificielle, bah, je ne le recommande pas. Enfin, je veux dire, ça me semble assez fou que des humains puissent se dire qu'on peut remplacer des humains par des ordinateurs. Mais en fait, il s'agit de dimensions affectives et de choses qui font sens. Du coup, on peut essayer d'interagir avec des ordinateurs, pour faire ça, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de complètement aberrant, quoi. Je vois pas qu'est-ce que ça peut nous apporter in fine et c'est complètement, en désaccord avec, l'intention initiale. Mais par contre, c'est certain que des gens le font et que comme dans beaucoup de choses que font les intelligences artificielles, qu'il y aura un pourcentage, de choses qui seront proposées qui feront sens et puis un autre pourcentage qui sera complètement, décalé, qui fera pas sens. Mais du coup, on mesure pas l'impact que ça peut avoir sur les personnes. Moi, c'est ça que je trouve très inquiétant, c'est l'impact que ça peut avoir et je pense que c'est effectivement pas la même chose, d'aller, lire des clés des songes ou d'aller sur un site internet pour, interpréter son rêve. Je pense qu'on n'a pas le même rapport, on n'y accorde pas la même confiance que si c'est une intelligence artificielle. Je trouve que c'est assez fou qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre des tâches purement, mécaniques et puis là, ça me donne l'impression qu'on essaye vraiment de remplacer les humains par des machines et qu'on a le sentiment qu'on pourrait faire ça, que finalement toute la dimension affective et le sens de la vie, ben, les machines, elles peuvent le faire autant que les humains et ça, je trouve que c'est assez fou quoi, qu'on puisse avoir de la confusion sur ce terrain-là, quoi. Je le voyais pas tellement comme quelque chose qui viendrait remplacer une thérapie ou un psychanalyste, par exemple, dans l'interprétation des rêves, d'autant qu'on sait l'importance de la relation qui s'établit entre le psychologue et le patient dans l'interprétation de tout ça, où ça joue énormément. Je le voyais plus comme un outil où quelqu'un pourrait justement, ça pourrait l'aider, entre guillemets, à trouver les pistes de symbolisme. C'est-à-dire que ce serait pas quelque chose qui lui donnant une signification et qu'il devrait prendre pour acquis. Je le voyais plus comme un outil où quelqu'un bloque, il commence à analyser son rêve, il voit qu'il y a des métaphores, mais il sait pas forcément à quoi ça peut faire référence. Et au fur et à mesure, il a juste un outil qui pourrait l'aider à débloquer, entre guillemets. Mais c'est lui qui ferait toujours le travail. En gros, ce serait juste comme quelque chose qui renverrait la balle. Ouais, mais en fait, la métaphore, la personne qui a rêvé, elle a accès à l'image et c'est elle qui sait ce que représente l'image pour elle. L'intelligence artificielle va pas pouvoir l'aider à faire ça. C'est pas ça que du coup, peut-être je comprends pas ce que vous proposez, mais en tout cas, la seule personne qui peut comprendre le contenu du rêve, c'est le rêveur ou la rêveuse parce que c'est lui qui sait ce que veut dire les images pour lui. À la fois le sens de l'image et à la fois à quoi ça fait référence dans sa vie personnelle. Donc en fait, l'intelligence artificielle, elle pourra rien faire de mieux. Elle pourra pas l'aider quoi, ça. Là où je la voyais utile, c'est vu que juste avant on a parlé du symbolisme et qu'il y avait des symboles communs en termes de culture, vu que l'intelligence artificielle est entraînée sur énormément de textes et donc sur toute une culture, par exemple, si je demande à une intelligence artificielle qui génère une image de générer une sorcière, il y a d'énormes chances qu'elle va me générer une sorcière, un marais dans le fond, un balai avec la sorcière elle aura une verrue, elle aura peut-être un chat noir dans le fond. C'est parce que c'est des choses que nous, on associe symboliquement, qu'on a retrouvées dans nos textes, et que d'ailleurs, quand nous, si je dis à quelqu'un de penser une sorcière, il va y avoir ces images qui vont être dans le fond. C'est des choses qui sont assez proches. Et donc, je voyais l'intelligence artificielle comme quelque chose qui permettrait de faire ces petits liens et de rappeler, du coup, là où elle est forte, à rappeler des concepts qui sont autour du concept qu'on évoque. Ouais, mais c'est comment dire? Effectivement, l'intelligence artificielle, elle sait faire ça. Mais vous pouvez prendre tous les éléments d'un rêve et lui demander à une intelligence, artificielle d'associer les différents bazars. Ce qui fait sens pour la personne qui a fait son rêve, c'est elle de savoir, ce que Oui, oui. représente l'image qu'elle a dans son rêve. Du coup, on s'en fiche que ça représente autre chose pour d'autres personnes et que pour beaucoup d'autres personnes, ça représentera de la même chose peut-être, ou peut-être pas. Mais ce qui est important pour la personne qui est arrivée, c'est vraiment qu'elle arrive à comprendre à la fois ce que l'image signifie pour elle et à la fois de faire les liens avec sa vie éveillée. Et ça, pour moi, je vois pas en quoi l'intelligence artificielle peut aider. Bah, justement, en lançant des pistes quand la personne n'a pas forcément d'idée, après la personne va pouvoir, ça va permettre un petit peu de relancer, entre guillemets, l'association libre. Ou en tout cas, du moins, à la personne va pouvoir
faut pas que la personne accueille ce que dise l'intelligence artificielle comme une notion de vérité ou ah bon bah si l'intelligence artificielle a dit que c'était lié à ça, c'est que c'est lié à ça, mais plus comme ah elle a dit ça, bon bah là je suis pas d'accord avec ça, bon bah c'est pas grave, je vais partir sur autre chose. Ou à l'inverse, ah là il y a peut-être quelque chose qui m'intéresse, je vais continuer à causer pour voir ce que ça signifie pour moi. Ou justement à l'inverse, ah bah c'est pas ça, donc peut-être que ça va nous donner une idée à l'inverse de ce que ça pourrait être, mais justement de que la personne l'accueille et qu'après elle en fasse sens par rapport à ce que elle vit. Dans un cabinet de psychanalyste, en fait, le thérapeute intervient très peu, en fait. C'est vraiment ce qui est hyp en fait, je pense qu'on mesure pas combien on est influençable sur ces questions-là et combien on peut nous diriger dans une direction ou dans une autre et en fait, ce qui est important quand on veut s'intéresser à un rêve, c'est justement de voir où ça nous emmène, nous. En fait, évidemment, si vous donnez le rêve à quelqu'un d'autre et ben, il fera d'autres associations au même titre que l'intelligence artificielle et qui vous proposera des pistes qui pourraient être intéressantes ou non, mais ça a un impact, en fait. Du coup, ça va vous orienter dans une direction plutôt qu'une autre, alors que celle qui est vraisemblablement a du sens et intéressante pour vous, c'est celle que vous avez vous, quand vous regardez le rêve tout seul et que personne vous en parle, ni une intelligence artificielle, ni quelqu'un d'autre. OK. Ça risquerait d'orienter dans tous les cas, pas forcément dans la direction souhaitée ou même sans dans la direction souhaitée, là, c'était un coup de chance et donc en fait, ça risque de faire plus de mal dans l'interprétation que de bien, quoi. Oui, en fait, je pense que c'est vraiment pas, ce qui est intéressant, c'est d'être guidé par soi, pas d'être guidé par, à l'extérieur. C'est ça que je veux dire. OK, je comprends, oui. C'est de trouver vraiment soi, les associations, Mmh, par mmh soi-même. mh. OK. Et est-ce qu'on sera bientôt en mesure, parce que j'ai vu qu'on commençait à voir ça, de visualiser les rêves d'une personne pendant son sommeil? C'est-à-dire d'être capable de les imager, d'être capable d'interpréter ce qui se passe dans le cerveau et de le retranscrire en images? Je pense pas, au même titre que même à l'éveil, en fait, je pense qu'on pourrait pas faire ça. Actuellement, du coup, on a beaucoup plus facilement accès à la cognition éveillée. Il y a beaucoup plus d'informations sur les corrélats neurophysiologiques de plein de processus, qu'on réalise à l'éveil. Pour autant, on n'est absolument pas en mesure, à partir de l'activité cérébrale, enregistrée, d'un cerveau à l'éveil, de projeter à l'image qu'il est en train de percevoir ou de ressentir. On est vraiment très, très loin de réussir à faire ça à l'éveil et du coup, pendant le rêve, je pense qu'on en est encore beaucoup, beaucoup plus loin et que plus que le fait qu'on en soit loin, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que je pense que ça serait vraiment une mauvaise idée, quoi. Vraiment pas souhaitable en fait, il y aurait une dimension de viol d'intimité qui me fait dire, notamment par l'intermédiaire du film Paprika, qui est un film, remarquable, sur le rêve et sur un scientifique qui l'étudie et qui réussit à faire ça. C'est que probablement une personne endormie qui saurait qu'on pourrait voir son rêve, probablement aurait un rêve modifié, qui montrerait pas du tout les mêmes choses que si on le regardait pas. Pour moi, c'est un viol d'intimité qui ultime, qu'on peut pas faire plus que ça. Et du coup, ça me semble très aussi obscur de pourquoi on voudrait faire ça, quoi. Bah, c'était plus pour éclairer sur les corrélats neuronaux, justement. Je pensais que c'était en gros, ce serait pas l'idée serait pas de l'utiliser dans la population, ce serait de l'utiliser pour mieux comprendre, comment le tout fonctionne et que peut-être si on arrive à voir ce que la personne imagine dans son rêve, si par exemple on arrive à voir à quoi ressemble toute une nuit de sommeil, peut-être que ça nous éclaire sur la fonction du rêve au final. Oui, mais là, du coup, là, c'est pas les corrélats cérébraux. Là, si on arrive à, par exemple, à savoir quand est-ce qu'un rêve se passe, dans la nuit, du coup, si on le localise dans le temps, effectivement, on pourra enregistrer l'activité cérébrale et avoir une idée de l'activité cérébrale pendant un rêve par opposition à un cerveau qui rêve pas. Mais là, c'est autre chose. Ce que vous proposez, c'est à partir de l'activité cérébrale, revenir au contenu de la pensée. Donc ça, c'est autre chose. C'est complètement autre chose et j'ai envie de dire, c'est le corollaire. Si effectivement, on a toutes les informations dans les activités qu'on a enregistrées pour faire la correspondance entre le contenu de la pensée et la physiologie, ce qu'on est loin d'avoir réussi à faire, je redis de nouveau, même à l'éveil. Donc effectivement, si on a toutes les infos, on peut faire le chemin inverse, représenter le contenu du rêve, mais le corrélat neurophysiologique du rêve, c'est l'activité cérébrale, c'est pas son contenu. Dit autrement, en fait, pour réussir à avoir, un corrélat neurophysiologique du rêve, il faut savoir quand est-ce qu'il se passe. Une fois qu'on sait qu'il se passe et il faut qu'on sache quand est-ce qu'il se passe et il faut aussi qu'on ait du sommeil sans rêve. Du coup, là, si on peut comparer les 2, on a une idée de l'activité cérébrale au cours du rêve, mais cette activité cérébrale, au même titre que l'activité cérébrale à l'éveil, elle est extrêmement complexe et variable au cours du temps et du coup, effectivement,
on aurait probablement, une activité de tous les cortex sensoriels, de tous les cortex associatifs. En fait, on utilise globalement la majorité de notre cerveau pendant qu'on est en train de rêver, on vit des expériences qui sont tout aussi complexes que celles qu'on vit à l'éveil. Et du coup, d'avoir une connaissance du cerveau suffisamment, avancée pour faire la correspondance entre, un pattern d'activité cérébrale et un contenu de la pensée, ouais, je pense qu'on en est vraiment loin, aussi bien à l'éveil que pendant le sommeil. Et si on arrive à le faire, moi, ce que ça m'évoque, c'est que ça serait, à la fois un moyen de manipulation des gens et à la fois un moyen de manipulation du rêve qui les 2 me semblent vraiment extrêmement effrayants, quoi. Oui, oui, en fait, c'était ma question qui était peut-être mal formulée, parce que oui, c'est implicite que si on arrive à visualiser ce qu'il y a dans le rêve, on a déjà la connaissance de tous les patterns physiologiques. C'était plus, comme moyen d'éclaircissement de la fonction du rêve. Mais voilà, du coup, je pense que vous avez répondu quand même, à la question. Pour finir l'épisode, d'après vous, à quoi ressemble le futur de la recherche sur le rêve? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Quelles sont les choses qu'on essaie d'explorer en ce moment? J'ai bien peur que le futur de à peu près tout et n'importe quoi, ce soit l'intelligence artificielle, hein. Du coup, ça je trouve c'est un peu inquiétant parce que j'ai bien peur que, ça résolve, bien peu de choses. Ça témoigne d'une capacité de calcul, tout à fait démesurée qui est complètement en désaccord, avec, les problématiques d'énergie qu'on a actuellement. Du coup, en fait, ça a une durée de vie probablement qui est très limitée puisque, en fait, on a un problème de quantité d'énergie et qui est chaque jour un peu plus, crucial. Du coup, à l'échelle de l'humanité, je veux dire, du coup, moi j'ai du mal à imaginer que les intelligences artificielles aient une durée de vie, très grande. Après, ce que ça va permettre de faire, là tout de suite, là j'ai l'impression une fois de plus qu'on les utilise avant de réfléchir, donc pour tout et n'importe quoi. Dans quelle mesure ça va permettre de faire, des grosses avancées sans leur corollaire de gros, écueils à côté? Ça me semble pas très clair. Pour, ce qui est de la recherche sur le rêve, moi ça m'inquiète beaucoup plus que ça m'enchante. Et pour moi, le futur de la recherche qui est souhaitable, c'est vraiment la collaboration entre les différentes disciplines et notamment avec la psychanalyse, ce qui permettrait d'avancer sur ce terrain éminemment, personnel, qui fait sens et qui est pour moi au cœur de l'humanité de chacun. C'est vraiment comment le rêve participe de cette façon qu'on a de rester humain, de gérer nos émotions, de trouver du sens, dans ce qu'on fait, de comment on vit. Et du coup, pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui va être, apporté par la technologie, qui pourrait être aidé par la technologie, mais je trouve qu'on a souvent une pensée scientifique qui est quand même très, très orientée technologie. L'approche scientifique, c'est pas que la technologie, quoi. Merci Perrine pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Et merci beaucoup à vous de cette, initiative, effectivement, c'est chouette d'avoir des longs entretiens et merci beaucoup pour votre aide, du coup, dans la diffusion de l'enquête. Ça, c'est vraiment très précieux. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me faire savoir ce que tu en as pensé. Tu peux aussi rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Tu peux aussi t'abonner et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. En tant qu'auditeur, je sais qu'on ne réalise pas toujours l'impact d'un abonnement ou d'une note 5 étoiles, mais crois-moi, en tant que créateur, ces petites actions sont cruciales pour améliorer le référencement et continuer à faire grandir ce projet. Si tu as des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés par le podcast, n'hésite pas à leur en parler ou même à le partager en story. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de participer à cette aventure. Merci pour ton soutien et ta curiosité. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.